Tu vois, moi, par exemple, je suis dans une forme d'art pour l'art, quoi. Même si j'ai une démarche artistique et que c'est construit et que c'est alimenté par une vraie réflexion, ce que je fais n'a pas d'autre but que de procurer une émotion. Voilà. Maintenant, c'est vrai que j'ai la chance d'aussi vendre mon travail. Mais quand bien même j'ai cette chance-là, je suis pas sûre, je ne pourrais pas en vivre personnellement, quoi. Alors qu'est-ce que ce serait l'idéal justement? Ça serait d'en vivre? Je ne sais pas. Ouais, ce serait l'idéal, bien évidemment, ouais. Avoir une démarche artistique et pouvoir en vivre, ouais. Après, je connais pas, donc je peux pas trop m'exprimer sur ça, mais Et est-ce que c'est un univers que tu connais cette fois-ci vraiment de façon concrète, justement des univers, des environnements où c'est courant, c'est commun? Est-ce que tu es dans l'échange avec d'autres artistes, je ne sais pas comment dire, mais un peu comme une corporation, ou au contraire tu te sens un peu en décalage par rapport à ça? c'est compliqué, hein. Il y a énormément d'artistes sur ce petit territoire, et ça, je trouve ça vraiment génial. Et en même temps, s'il y a énormément d'artistes, c'est à la fois que c'est foisonnant, qu'il y a beaucoup, alors j'aime pas le terme, mais d'inspiration, mais ça veut dire aussi que les places sont chères et qu'il Ouais, y a une forme aussi de compétition. peut-être, ouais. Et sur le plan pratique, justement, comment tu t'en sors? Parce que c'est une chose d'avoir les capacités, le talent, le travail pour créer, mais c'en est une autre. Alors c'est un peu redondant hein, par rapport à ce qu'on a dit, mais est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels tu n'es pas du tout à l'aise, ou est-ce que tu dois développer des compétences particulières auxquelles tu ne te serais pas attendu? Mhm. Ben, écoute, si je devais te faire la liste de toutes les choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise, elle serait longue. Mais en fait, être à l'aise, c'est quoi ne pas être à l'aise finalement, c'est souvent avoir peur en quelque sorte. C'est souvent avoir peur, c'est souvent pas se sentir capable ou pas se sentir légitime. Et en fait, je pense qu'on a tout intérêt, mais tous à nos niveaux et avec nos compétences, à dépasser cette peur-là. Parce qu'en fait, finalement, c'est après que ça démarre. Moi, si je m'étais écoutée, déjà jamais j'aurais fait ma première exposition. Jamais je me serais mise à mi-temps, jamais j'aurais fait ce travail, la mémoire de case, sur lequel je travaille depuis plus d'1 an. Jamais j'aurais fait. Voilà, ça se serait arrêté là, je serais restée dans ma petite zone de confort, et puis c'est en faisant qu'on apprend. Là, j'ai créé un petit documentaire de 15 minutes qui va donc bientôt être projeté dans un festival du film. A priori, à l'heure où on parle, ça s'est déjà passé et ça s'est Ouais, très voilà. bien passé. J'espère. Ok. Donc tu as réalisé un film documentaire alors que tu es en train de me dire que tu as aucune compétence à Ben oui. l'origine? Moi, je suis persuadée d'un truc, et d'ailleurs, j'arrête pas de le dire à mes élèves, je reviens sur eux. C'est pas la machine qui fait le talent. C'est pas l'équipement que tu vas avoir en face de toi, la super bécane, les super logiciels qui vont te permettre de faire un montage génialissime. C'est les idées que tu vas avoir, ça c'est la base de tout. Et donc voilà, ce projet il est sorti, mémoire de case, et puis le festival Monde en Vue m'a demandé si j'avais pas un petit documentaire, quelque chose à projeter. Alors je me suis mis dans un premier temps en recherche effectivement de quelqu'un qui pouvait le faire, mais ça coûte extrêmement cher. Et je me suis lancé le défi de le faire moi-même. Alors ça dure 16 minutes, c'est fait avec les moyens du bord, mais voilà, c'est parce qu'à un moment donné j'avais une vision de ce vers quoi je voulais tendre, que les choses elles se sont concrétisées dans la matière et que mes idées se sont transformées en documentaire. Et j'ai appris finalement sur le tas. Donc c'est de manière autodidacte, et puis c'est aussi avec beaucoup d'envie, de passion. Je pense que c'est hyper important, quoi. Tu disais que tu étais bricoleuse, mais c'est le principe même du bricolage en fait. Ouais. On prend à la base. Tu as fait de la machine à coudre alors que tu n'avais jamais appris à coudre. Ouais. C'est une constante chez toi? Ouais, beaucoup. Je me rends compte que j'ai cette capacité à apprendre seule sur le tas. Mais tu penses avoir confiance en toi? Bah non. Non, Non, ok. non, non. Ouais, parce que t'as tiqué tout à l'heure, donc je me suis dit. Ah oui, non, non, non. C'est ça le Ah paradoxe. bah non, en fait. ah bah non. Bien sûr que je me suis dit, mais t'es complètement taré. Tu vas pas. Ton film, il va être projeté à côté d'autres films, de personnes dont c'est le métier. Bien sûr que j'ai peur, et bien sûr que si je m'écoute, je fais pas. Mais il y a un moment donné, il y a l'opportunité qui se présente et je me donne les moyens, malgré la trouille. Et si tu essuyais des critiques, je prends par exemple pour ce film documentaire, comment tu le vivrais? Est-ce que tu continuerais pour autant à, par exemple, est-ce que tu ferais un deuxième film si on te le commandait, alors que le premier, le public par exemple aurait
voilà, eu quelques critiques négatives. Je sais pas, je pense que la critique, il faut en prendre et il faut en laisser, hein. Tu sais, quand j'ai commencé ce travail, mémoire de cases, donc je rappelle que je suis partie des cases inhabitées de ma commune. J'ai fait un inventaire des maisons qui me semblaient abandonnées ou inhabitées de ma commune, donc petit bourg. Et je me suis mis dans l'idée, enfin vraiment une idée un peu folle, c'était de retrouver les gens ou les familles qui avaient vécu autrefois dans ces maisons qui aujourd'hui étaient fermées. Et donc je me suis lancée un peu dans une chasse au trésor pour retrouver ces familles-là. Donc beaucoup de travail sur le terrain, d'investigation, de démarches, déambulation dans les quartiers pour parler avec les gens. Parce que bon, avant de retomber sur les familles, j'ai beaucoup parlé avec les voisins, les gens qui habitaient autour de ces maisons. Et au tout début, je suis allée dans les différents commerces de la ville de Petit-Bourg pour aller déposer des affiches. Voilà. L'affiche disait petite bourgeoise, petit bourgeois, voilà, si vous voulez contribuer à un travail humaniste autour de la mémoire, je cherche les gens qui vivaient dans certaines cases inhabitées de Petit-Bourg, j'ai mis les noms des rues qui m'intéressaient, etc. Et je suis en train de coller une affiche à la boulangerie et je sens une personne dans mon dos qui lit l'affiche en même temps que je la colle. Donc je me retourne, je lui dis bonjour et je lui dis vous souhaitez que je vous explique mon projet et la personne me fait oui. Elle me dit c'est toujours étonnant que ce soit des personnes comme vous qui vous intéressez à ces choses-là. Et je savais très bien ce qu'elle voulait dire, la femme. Je lui dis des gens comme moi, c'est-à-dire, je vois bien qu'à un moment donné, voilà, ça l'a dérangée très clairement. Alors c'est une personne que je ne connais pas, c'est une personne qui ne me connaît pas non plus et qui ne sait pas la tâche que j'ai aussi avec la Guadeloupe. Moi j'ai quand même une petite fille qui est métisse et qui est à cheval comme ça sur cette double culture. En plus avec un contexte familial qui fait que je me sens presque comme je me sens le devoir de lui apporter cette part-là de sa culture puisque je suis seule à l'élever. Et je trouve ça dingue en fait la liberté que prennent les gens à poser un jugement en fait sur un instant qui est très petit. J'aurais pu sortir de là et être complètement démoralisée. J'avais pas commencé mon projet et j'aurais pu dire allez c'est bon je rentre chez moi, je prends mes clics, mes claques, c'est terminé. Je lui ai souri, je lui ai dit au revoir et je suis partie dans un autre commerce mettre mon affiche. Et là j'ai eu un sourire et j'ai eu des gens. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça parce que dans n'importe quel contexte, on rencontrera forcément des gens que ça dérangera. Il faut essayer d'en faire fi. Après, c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est simple, mais faut essayer, se faire confiance. Moi, je pense qu'à partir du moment où on ne veut pas de mal aux gens, où on n'est pas là pour leur faire du mal, où ce qu'on veut faire, c'est humaniste, c'est sur le vivre ensemble, où c'est beau, au final, rappeler la mémoire des personnes, ben, moi, je fais de mal à personne. Et au contraire, je crois que je fais du bien aux familles que je rencontre parce que je leur donne une visibilité. Parce que les gens que je rencontre, ce sont des petits gens. Hein. Ce sont des anciens agriculteurs, d'anciens bijoutiers, le petit-fils d'une ancienne matelassière. Ce sont des gens qui peut-être n'ont jamais eu les projecteurs sur eux en fait. Donc moi je fais pas de mal en fait quand je fais ça. Et pour le public hexagonal, qu'est-ce que c'est qu'une case? Une case, c'est une petite maison traditionnelle qu'on trouve aux Antilles, donc en Guadeloupe, mais aussi ailleurs. Hein. On a des cases créoles aussi à La Réunion. Donc c'est très lié aussi à la colonisation. Hein. Et donc c'est un mode de vie dans ce qu'il a de plus rudimentaire. Hein. Ce sont des petites maisons en bois. On trouve des cases avec une pièce, parfois deux. On trouve parfois des cases à étages avec des petites vérandas. Après, voilà, avec le temps, ce sont des petites maisons qui ont été aménagées. Voilà. Une case, c'est ça. Celles que tu as pu repérer, observer, sur lesquelles tu as travaillé, ce sont des cases habitées qui ont justement été aménagées un peu plus au fil du temps ou vraiment c'est que des endroits qui étaient complètement vides quand tu les as vus? Là, j'ai fait vraiment je suis partie d'un inventaire de cases qui me semblaient inhabitées. Ça veut dire qu'il y a un matin, je suis partie avec mon appareil photo et j'ai déambulé dans les rues avec une carte. Et donc j'ai photographié et matérialisé sur un plan, j'ai fait un espèce de recensement. Sauf que, parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose, mais je me suis rendu compte par exemple, et ça c'est les habitants qui m'ont aidé à le comprendre, que j'ai photographié des cases qui, parce qu'elles étaient closes, me semblaient inhabitées et pour autant elles ne l'étaient pas. Donc ça ce sont des cases ensuite que j'ai éliminées de mon champ de recherche pour ne me concentrer que sur celles qui étaient inhabitées. Et ce qui est très... Enfin, ce qui moi m'attire, c'est que ces cases, et donc elles sont closes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont même plus les clés eux-mêmes. Donc ce sont des endroits presque mystérieux où on se met à rêver en fait non seulement de ce qu'il peut y avoir derrière la porte,
mais bien sûr de ce qu'il pouvait y avoir autrefois dans ces maisons. Et ça, c'était le but de ma démarche. Alors, comment tu as fait pour retrouver? Alors, avec les petites affiches, tu as mis la main sur les gens à qui elles appartenaient? Alors, il y a eu les petites affiches où j'ai eu effectivement quelques appels, mais pas tant que ça. Je suis allée voir aussi la ville de Petit-Bourg. Il y a les services de l'urbanisme qui ont fait des recherches dans les registres fonciers pour moi, pour me donner au moins des noms de famille. Mais même ça, c'était très compliqué parce que même quand j'avais un nom, j'arrivais pas forcément à retomber sur la personne. Il y a des gens qui ne sont plus à Petit-Bourg, il y en a même certains qui ont quitté la Guadeloupe, il y en a qui sont décédés. Donc ce qui a été le plus profitable pour moi, ça a été vraiment de déambuler dans les quartiers et d'aller vraiment toquer chez les voisins en fait. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que les gens, mais tous les gens que j'ai rencontrés se sont montrés très réceptifs, quoi. Les gens m'ont invité chez eux, ils m'ont ouvert la porte de leur maison, ils m'ont invité à m'installer. Et puis alors là, ils m'ont carrément raconté la vie de leur quartier. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir un nom. D'un nom, je suis arrivée d'un nom ou une autre maison. Ouais, je me rappelle, la première personne que j'ai retrouvée, c'était monsieur Nabab, Coco, appelé Coco. Un jour, je me promène dans les rues et donc il y a un monsieur qui me dit « Oui, qu'est-ce que vous cherchez ?» Je dis « Vous voyez, cette case-là, elle m'intéresse, je suis sur un projet artistique, j'aimerais beaucoup retrouver la personne qui vivait là. » « Ah, mais le monsieur est encore en vie, il habite dans les Hauts de Bergette. » Donc j'avais que ça comme information, quoi, les Hauts de Bergette à Petit-Bourg. Donc je suis partie avec ma voiture, mais pour arriver jusqu'au monsieur, j'ai dû peut-être poser la question à 10 autres personnes. Jusqu'au moment où je me suis retrouvée devant sa maison, où j'ai toqué à sa porte et que le monsieur est sorti. Et... Autre reconversion possible, détective. Ah ouais. Ah, mais moi j'adorerais, je pense que je serais très douée en plus. Donc à ce stade, tu as écrit sur des cartes, tu as fait du repérage, tu as pris des photos, ouais. Tu as parlé à des gens, tu n'as pas encore... tu es déjà dans la création quand tu fais ça? En quelque sorte, parce que quand je vais voir les personnes... Alors quand je vais... Le premier contact, voilà, on discute. Par contre, je leur fixe un deuxième contact, un deuxième rendez-vous, pardon. Et là, je les enregistre. C'est-à-dire qu'ils me parlent d'eux, quand c'est eux qui vivaient dans la maison, ou ils me parlent de leur maman, ou de leur papa, ou de leur grand-mère, quand c'est un membre de la famille qui est décédé depuis. Et donc là, j'enregistre notre discussion. Voilà. À ce stade, on a combien de cases parmi toutes celles que tu avais Alors moi, je m'étais repérées? fixé un objectif de 10 cases. Et ça y est, j'ai fini mes 10 œuvres pour mes 10 cases. D'accord, donc entre celles que tu as laissées de côté parce qu'en fait elles étaient habitées, celles voilà. où tu n'as peut-être pas eu d'infos, celles où je n'ai pas retrouvé les gens, celles où j'ai eu des refus, parce que c'est arrivé. J'ai extrêmement bien été accueillie, hein, ça n'a pas été le problème. Mais voilà, les gens étaient un petit peu frileux de me confier la photo d'une maman décédée ou qui n'était pas en grande forme. Et je peux comprendre, hein, c'est toujours délicat. Voilà. Donc, quand je retourne voir les gens pour cette deuxième rencontre, je leur demande de préparer leurs archives photographiques. Et donc là, on va ouvrir ensemble les archives photographiques. Donc, on retourne, ils me montrent en fait les photos des personnes. Donc, c'est comme ça, par exemple, que le monsieur qui m'a reçu m'a confié la photo de sa grand-mère. D'accord. Voilà. Les tableaux, oui, ça correspond vraiment à la base à des photographies. Exactement. Ça, par exemple, c'est Madame Chicot. Sauf que la photo que m'a donnée le monsieur, c'était une très vieille photo, toute brouillée, toute floutée. C'était d'ailleurs même l'unique photo qu'il avait. Et c'est même pas lui qui l'avait, c'est même pas dans la famille qu'elle avait été prise. C'est quelqu'un qui avait un appareil photo, puisqu'à l'époque, tout le monde n'avait pas d'appareil photo. C'est un voisin qui avait un appareil photo et qui, à un moment donné... Donc, je veux dire, cette unique photo qu'ils ont encore de la grand-mère, c'est précieux, quoi. C'est un petit bout de papier, c'est tout ce qui reste. Donc, la personne me confie la photo. Moi, je fais un travail de retouche, de numérisation. Et ensuite, à partir de ce qu'on me raconte de la personne, je vais restituer par le dessin, par la peinture, la vie de sa personne.